Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, ou plutôt à l'aventure, chez Benoît Quillian, vigneron musicien installé en Côte-de-Saône. Chez Benoît, on ressent une passion intense, portée par un projet fou qu'il va nous expliquer dans ce podcast. Nous sommes ici dans un jardin, un petit bout de vigne proche du village de Broin, en Côte-de-Saône donc. Au pays des trognes, comme dirait Benoît. Pour vous situer, c'est sur la même latitude que Comblanchien, à 15 km à l'est, tout proche de la Saône. Le domaine La Côtelette, donc, c'est tout nouveau, et nous sommes heureux de pouvoir échanger avec Benoît Quillian sur ce défi fou qu'il est en train de relever. Nous tenterons d'aborder un certain nombre de sujets, comme l'activité d'achat-revente de vin que Benoît et Sandrin ont créé, des réunions Tupperboire qu'ils organisent, de la reprise du domaine et des vignes en friche, ou encore de son approche par rapport à la biodynamie. Et puis on parlera de melon de Bourgogne. Vaste programme, dis donc. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci en tout cas. Donc là, nous sommes dans ton jardin, donc au pays des Trognes, C'est ça. comme on a dit. Le printemps pointe un peu le bout de son nez, les oiseaux commencent à chanter, je pense qu'on l'entend dans le micro. Ouais. C'est un peu le bonheur. Benoît, peux-tu, s'il te plaît, nous décrire ton parcours et est-ce que tu as toujours été dans le monde du vin ? Alors non, j'ai d'abord été sportif, un peu de haut niveau, Dans en quel centre de sport ? formation de football, D'accord. etc. Jusqu'en équipe pré-France même quand j'étais jeune. Bref, et les blessures ont fait que je me suis arrêté vers 18-19 ans. Et ensuite, j'ai repris les études et puis je me suis dirigé malgré moi vers le commerce. D'accord. Et donc, à un moment, il faut choisir un métier. Et donc, vu que le commerce, c'est ce qu'on m'avait appris, il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise. Et c'est là que j'ai découvert le vin. Parce que je suis arrivé en Bourgogne et c'est à ce moment-là que j'ai été chez un vigneron, frapper à une porte en me disant peut-être si je vendais du vin, ce serait plus facile de vendre, tout simplement. Donc tu n'es pas de Bourgogne à la base, tu es venu Absolument pas, non. après tes études. Ouais, j'ai fait mes études sur Troyes, mais je suis né en Alsace. D'accord. Et je suis arrivé ici vers 20 ans et puis j'en suis jamais reparti. Donc le vin est arrivé comme ça, par un premier stage, et puis je me suis dit, ça je peux le vendre, je peux raconter quelque chose qui m'intéresse autour du vin, et j'ai pas l'impression de mentir aux gens, j'ai pas l'impression de faire du forcing et de la vente forcée. Ouais. Et puis en parallèle, comme tu disais tout à l'heure, je suis musicien. D'accord. Et concernant la musique, il était hors de question de faire des compromis. Donc ton deuxième métier ou ton premier ? Oui, c'est en tous les cas, si c'est pas mon métier parce que je suis pas intermittent, mais ça aurait pu l'être. Mais s'il avait fallu que ça le soit, il aurait fallu que j'y fasse des compromis. Oui. Donc ça, j'étais pas prêt à le faire, donc il fallait faire un métier pour manger à côté. Et donc, après la formation de la Viti à Beaune, justement après un premier BTS de vente, j'ai fait un complément, une spécialisation à la Viti. D'accord. Et de là, je me suis retrouvé caviste en GD pour les professionnels pendant 5 ans. Et puis avec l'idée déjà de monter mon petit truc à moi, juste pour pouvoir disposer de mon temps. Donc j'ai monté une boîte d'achat et de revente qui s'appelle BK20. C'est ça que tu as monté avec donc Sandra. Je l'ai monté seul, j'ai rencontré Sandra après. D'accord. Et Sandra est arrivée, la boîte avait 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai pu l'embaucher. Et puis, donc on achète du vin, plutôt à tendance bio et nature évidemment. Oui. Même si c'est pas toujours facile, puisqu'on a notre zone d'activité sur Dijon-Beaune. Donc il y a quand même un chauvinisme particulier sur le conventionnel. Et pour les autres régions aussi, peut-être ? Ou ça, c'est en train d'avancer ? Je pense que ça avance. Hein. Oui. De toute façon, je pense surtout que ça avance à plus les zones de production vont mal et à plus il y a des néo-vignerons et puis des alternatives qui percent un petit peu et puis qui peuvent s'installer, qui ont les moyens de s'installer. Et donc, du coup, on se retrouve dans des situations où des régions comme la Loire, qui n'allaient pas forcément bien il y a quelques années, vont très bien aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu parlais justement de musique. Est-ce que tu penses que le métier de vigneron est en quelques points similaire avec le métier de musicien ? Enfin, la manière dont moi je l'envisage en tous les cas, quoi. Il y a un côté un petit peu laborieux, labour, travail, lancement, répétition, etc. Et puis moi, j'envisage la musique d'une certaine manière. Je fais beaucoup d'improvisation. Ouais. Et puis un petit peu de musique écrite, mais plutôt de la musique concrète, type musique contemporaine via le collectif que j'ai à Dijon. Mm-hmm.
Et puis dans un grand ensemble sur Bordeaux qui s'appelle le 1, où là on est vraiment au cœur de l'improvisation, mais on est entre 25, 26 sur scène. Donc c'est un truc vraiment d'unité. Mais qui dit unité dit aussi la capacité à être centré, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il faut quand même malgré tout une confiance en soi, et puis être bien ancré, quoi. Et puis une harmonie avec le groupe. Bah l'écoute, quoi. L'écoute. Et en fait ici la vigne c'est pareil, et c'est pas moi qui dessine, hein, finalement c'est le groupe. Le groupe c'est un peu la vigne, quoi. C'est un peu tout ce qui l'entoure, le sol, etc. Et c'est pas moi qui dis je dois faire ça comme ça ou comme ça. J'ai la nécessité de comprendre l'environnement, et l'environnement change d'année en année, donc ça sera jamais fini, et ça c'est aussi ça qui m'excite. Et c'est aussi un des parallèles que je pourrais faire avec la musique et le vin, quoi. Ça sera jamais fini, quoi. Et alors évidemment après on a des pratiques alternatives, moi je fais des vins sans soufre, et sans chimie, le moins possible à la vigne. Le moins possible, ça veut dire que j'utilise malgré tout encore un peu de cuivre et un peu de soufre, mais bon, à chaque passage, il y a toujours une plante. Enfin, j'essaie de réfléchir le truc un petit peu différemment, même si là, j'apprends tout, je pars de zéro, j'ai pas de... Enfin, autant je suis passé par la vitie, mais c'était pour le commerce. J'ai rien appris de la vigne, j'ai rien appris du vin, quoi. Et justement, avant de parler de domaine La Côtelette, tu parles souvent de rencontres, de vivants et d'histoires. Est-ce que c'est pour cela que tu as monté BK20 et surtout les réunions Tupperboire? Les réunions, en fait, c'est parti d'un constat que nous, on se démenait pour vendre des vins nature avec BK20. Ouais. Et à un moment donné, on se trouve à Dijon. Bon, à Beaune, ça bouge un peu plus, mais malgré tout, c'est une autre dynamique. Mais on était les premiers à dire que c'est dommage, mais il n'y a rien qui se passe. Donc ça fait plusieurs années que je me posais la question de comment faire une rencontre, un salon, quelque chose, comment donner accès aux gens, quoi. De la même manière qu'on essaie de donner accès à ces musiques-là, parce qu'il n'y a pas réellement de lieu pour les faire écouter, les faire découvrir. Je me suis dit, mais il n'y a pas réellement de lieu, là, il n'y a personne qui fait quelque chose pour faire découvrir ces vins-là. Donc le constat, c'était celui-là. Trouver un endroit, ça s'est fait les premières... un peu par hasard, quand Marc Soyer s'est installé au domaine de la Cra. Moi, je distribuais déjà les vins auparavant. D'accord. Et puis, on s'est tout de suite entendu parce qu'on avait un peu la même vision du vin, quoi, et de la manière de l'imaginer, de l'envisager. Et puis, je lui ai fait part de ça. Je lui ai dit, putain, mais j'aimerais bien monter un truc. Et il m'a dit spontanément, écoute, si tu veux, on n'a qu'à essayer de le faire là, il y a de la place. Donc au domaine directement. Voilà. Donc j'étais assez surpris. On a monté le premier en 3 semaines. J'ai appelé les copains, les vignerons avec qui je travaille. Et puis ça a été direct un franc succès, quoi. On n'était pas nombreux, on était une douzaine de vignerons. Et sur une communication faite un petit peu à l'arrache, en 3 semaines, on rentre 250 personnes la première année. Ouais. Et puis d'année en année, on a fait 3 ans chez Marc, on arrive à 400, 450 personnes. Ce qui est pas mal quand même. Parce que c'est pas très grand. Oui, mais bon. Et donc là, la 5e qui arrive doit se passer au mois de novembre, là. Donc la date est fixée pour le mois de novembre. D'accord. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est le 21 novembre. Et là, on fait un partenariat avec la salle de la vapeur, qui est une SMAC. À Dijon. Voilà. Oui. Donc c'est un lieu subventionné, mais moi c'est des gens que je côtoie aussi via le collectif à Dijon. Et donc là, on va faire un gros truc. L'idée, c'est... on a déjà repoussé 2 fois à cause de ce qui se passe, les événements actuels. Ouais. Mais on va faire un gros truc avec une 30aine de vignerons. Et puis là, on va aussi donner à voir de la musique, quoi. D'accord. Alors, il y a des idées. Donc je travaille avec le collectif qui s'appelle la GEX. C'est la Générale d'Expérimentation à Dijon, qui est sous l'égide de Why Not. Et qui sont en partenariat avec nous pour le salon. Donc un nom de salon, je fais une parenthèse. Le nom de salon qui est forcément issu d'une soirée arrosée. Il y a une dizaine d'années où on a sorti ça avec un copain, et puis j'ai dit si un jour je fais un salon, ça sera comme ça. Ce sera les Tupperboire. Les réunions Tupperboire, voilà. Et c'est joli d'avoir utilisé le nom de réunion et pas salon. Ouais, oui, parce que c'est tout de suite plus sympa. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. Le domaine La Côtelette. D'où est venue l'idée de reprendre ce micro-domaine en Côte-de-Saône? Alors il y a eu 2 étapes. La première, c'est forcément j'ai travaillé avec les vins de Guy Bussière. Parce que en fait, le tout premier vin naturel que j'ai bu, c'était un vin de chez Guy.
C'était alors Guy Bussière, l'ancien propriétaire des Voilà, vignes, c'est ça. c'est Ouais. ça Qui les a détenus pendant plus de 30 ans. Qui lui-même les a repris à 40 ans. Oui. L'âge auquel moi je suis rentré dans les vignes. Ce qui est assez drôle. Mhm. Une histoire qui se répète et qui les a aussi sauvés parce qu'il y avait une histoire familiale qui a fait que ils étaient à 2 doigts de les arracher. Et donc moi j'ai travaillé avec les vins de Guy. Je crois que le premier je l'ai goûté en 2008. C'était un Pinot Noir 2005. J'ai complètement été abasourdi. Ça devait être le seul d'ailleurs à faire ce type de vin en Côte-de-Saône. Ah, dans le coin, ouais. De toute façon, il n'y a plus de vignes, hein. Il n'y a plus que les siennes. Il reste que 2 hectares ici de vignes, hein. Et c'est les tiens. Voilà, D'accord. maintenant, ouais. Et donc, voilà, cette rencontre improbable m'a fait découvrir les vins nature. Juste après, il n'y a pas de hasard, je goûte un vin de chez Marcel Lapierre sur les cuvées nature dans un restaurant. Je suis complètement ébloui. De la même manière que j'ai toujours fonctionné, je suis allé frapper à sa porte. C'était assez cocasse parce qu'il était en rendez-vous avec des Asiatiques. Et puis il a faim d'avoir oublié un rendez-vous parce que je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Et on a passé la journée entière. À échanger. On a échangé, on a goûté, il m'a fait à manger chez lui. Et puis voilà, j'ai quand même eu la chance de le connaître avant qu'il disparaisse. Et donc, voilà, c'était les rencontres. Et puis là, d'un seul coup, on comprend quelque chose. Et puis il n'est plus question de faire marche arrière. Donc, la rencontre avec Guy, la rencontre avec ses vins. 2 rencontres qui t'ont marqué, donc. Ouais, c'est ça. Lapierre et Guy. Et puis cet endroit, quoi. Quand j'y suis allé pour la première fois, j'ai quand même été un peu abasourdi. Là, on est sur j'ai 2 parcelles. La parcelle de Brun, elle est un petit peu avec des champs sur le contrebas, mais au-dessus, il y a quand même beaucoup de biodiversité. Oui. Il y a une forêt. Et puis, il y a des arbres comparé Ah bah oui, non, puis j'en replante, beaucoup là, j'ai d'endroits mis où des il y a de la pommiers. monoculture. J'ai mis des pommiers, puis là, sur la parcelle qui est derrière nous, je vais planter aussi des arbres. Je vais mettre un rang de fruitiers, puis une dizaine de rangs de vignes, un rang de fruitiers. D'accord. Je l'envisage comme ça. Ouais. Et bref, la rencontre avec Guy, et ensuite, Guy a repris sa retraite. Oui. On a d'ailleurs fait un spectacle que j'ai monté qui s'appelle Le Son des Flacons pour la fête de sa retraite. Parce que je l'avais convié, il y avait une Saint-Vincent tournante qui était organisée à Dijon, je ne sais plus à quelle année c'était, du coup on pourrait le retrouver. Je n'ai pas trop la mémoire des années. Et donc je l'avais convié à ce spectacle que je monte où l'idée c'est d'inviter des vignerons, plutôt nature ou au moins bio, enfin des gens qui ont du sens pour moi. Et j'ai invité 2 personnages incroyables. J'avais invité Guy Chaumont, qui a arrêté il y a 2-3 ans maintenant. Il était où lui, Guy Il Chaumont était à... Et on restait en Bourgogne. Ouais, il est sur l'appellation Givry, à Rosay D'accord. exactement, à côté derrière Givry, derrière la voie express. D'accord. Et qui était lui en bio depuis 76, hein, attention. Et donc j'ai fait venir Guy Chaumont et Guy Bussière sur la sacro-sainte place de la Libération à Dijon, devant un public de 300 personnes, à faire nos élucubrations sonores et faire déguster ces vins-là à tous ces gens qui n'ont l'habitude de boire que des Bourgognes et des Grands Bourgognes. Et donc c'était un moment incroyable et Guy a été tellement ému que du coup il m'a demandé de revenir pour sa fête de retraite et on a rejoué pour ça. Enfin bon voilà, il y a quelque chose de fort avec Guy. Donc Guy, il est à la retraite maintenant. Ouais, depuis 2012 qu'il a vendu à quelqu'un qui s'est malheureusement pour lui perdu dans la vigne. Ouais. Ce qui fait que cette vigne était à l'abandon. Et quand moi je l'ai appris, puisque j'habite pas très loin, je l'ai appris en passant parce que j'avais envie de venir voir les vignes, quoi, tout simplement. Oui. Je me suis rendu compte que c'était foutu. Je suis vite allé voir Guy, lui poser des questions, m'expliquer que ça se passait pas bien, enfin, etc. Et puis voilà, j'ai mis toute l'énergie possible pour les reprendre, sinon ça disparaissait, quoi. Donc c'est pour ça qu'on parlait de friche à l'époque. Les vignes étaient en friche, ça veut dire qu'on ne s'en occupait plus, quoi. Pour la majeure partie, ça faisait au moins 1 an, voire certaines 2 ans que c'était plus géré. Ouais. Et puis les sols pas travaillés du tout, la vigne était à l'agonie complète. Hein. Donc il a fallu faire venir des amis vignerons qui m'ont conforté dans l'idée que c'était peu faisable, mais qu'il y aurait énormément de boulot. Ouais. Mais c'était faisable. Donc alors, rien que ça, c'était le seul mot qui résonnait. Et donc voilà, c'était parti, quoi. Donc c'est en 2018 que je suis rentré dedans au mois de mai. Donc la première année, je la compte pas parce que j'ai fait que de la tondeuse. Enfin, j'ai fait que courir après le temps. Et puis voilà. Et donc 2 premières années où j'ai vraiment pas demandé le raisin à la vigne, taillé très court. Je suis revenu sur la taille qui avait été engagée d'ailleurs en 2018, rapidement, juste pour pas épuiser la vigne. Ouais. Remettre en place un travail des sols à partir de 2019. Donc j'avais rien, aucun équipement, il a fallu s'équiper.
Donc, j'essaie de travailler avec des engins légers, des vieux chenillards, mais j'ai que des écartements différents, donc techniquement c'est compliqué. Oui. Et puis surtout quand on connaît pas, hein, donc on apprend tout, mais bon, c'est génial. Donc C'est petit incroyable. à petit, quoi. Voilà. Domaine la côtelette, pourquoi la côtelette? En hommage à Guy, parce que j'ai un souvenir impérissable du seul salon, je crois, qu'il faisait à l'époque, au Crieur de Vin à Troyes. Et donc, comme j'étais un peu son commercial, entre guillemets, il m'a demandé si je pouvais venir avec lui. Et j'y suis allé, c'était épique, on est allé en C15, il faisait tout en C15 de toute façon. Et on est allé là-bas, et puis bon, je l'ai vu s'exprimer, expliquer le domaine. Oui, mais alors bon, ok, vous êtes en Bourgogne, mais c'est où Alors il leur dit, vous voyez là-bas, il y a la grande côte. Quand vous prenez la côte de nuit, là, c'est plein est, derrière la forêt de Cîteaux, voilà, il y a la petite côte. C'est la petite côte. Donc moi, c'était la côtelette. Donc voilà. une côtelette. C'est aussi simple que ça. D'accord. En termes de sol, justement, ou d'environnement, hein, tous ne résument pas au sol, quelle est justement cette différence entre la côte qu'on connaît, donc la côte de Beaune, côte de Nuits, et la côte de Saône? En tout cas, cet environnement immédiat. Moi, en ce qui concerne les sols, d'après ce que je comprends, je ne connais pas vraiment trop bien, précisément, je ne pourrais pas en parler parce que j'y suis pas, ce qui se passe en côte de Beaune, en côte de Nuits. Bon, j'ai des sols différents avec des argiles plus présentes. J'ai 2 parcelles, celle de Bruin et argilo-calcaire. Et puis celle d'Auvillard, sur le bas est argilo-calcaire et sur le haut c'est argilo-limoneux. D'accord. Donc du coup ça fait, a priori on va dire que c'est des sols riches. Et tu as une certaine diversité aussi. Clairement, ouais, ça c'est intéressant parce que d'une parcelle, même là dans la parcelle, récemment je suis venu avec un sourcier parce que moi j'ai l'idée de faire une mare en haut. Ouais. Et j'ai cherché l'eau avec les baguettes, ça je sais le faire, mais je sais pas dire la profondeur. Et donc on a fait le tour, et c'était un mec incroyable. Et il m'a expliqué qu'il y avait des veines d'eau aussi là, qui traversaient dans la vigne, donc des sources, qui pourraient, c'est sûr, hein, en cas d'année pluvieuse, c'est problématique parce que ça renforce le milieu. Oui. Mais sur les années que je connais là depuis que je suis arrivé, c'est plutôt les années chaudes, évidemment. Ça peut être bénéfique pour tes vignes. Et donc du coup, voilà, ça fait des veines, il y a un sol, quoi, il y a rien à faire. Puis là, du coup, maintenant que je fais les vins, je me rends bien compte de la différence, quoi. De ce que je peux trouver d'un côté ou de l'autre. Et tu parlais des melons là sur lesquels on va aborder. Oui. Et ils sont pas plantés là dans les argilo-calcaires, ils sont plutôt là-haut dans les sols riches et c'est pas forcément une mauvaise idée. Hein. Alors justement, pour parler des cépages que tu travailles, donc bien sûr il y a les classiques entre guillemets, les chardonnays, les pinots noirs. Ligoté. Quels sont les autres cépages justement? Ligoté, gamay et melon de Bourgogne. D'accord. Et après les gamay, comme disait Guy, il s'est fait un peu avoir par le pépiniériste à l'époque, c'est des gamay à gros grains. Ouais. Et en plus c'est planté sur des porte-greffes un peu productifs, des SO4. Donc ceux-là, je suis content de les avoir. J'aime bien les jus que ça produit, hein, mais c'est vrai qu'il faut les contenir, quoi. Il faut vraiment pas faire trop de grosses baguettes. J'essaie de tailler plus court. Tu bourgeonnes bien. Et puis ils ont été longtemps tenus en cordon et la personne qui est passée après Guy a fait un peu a détruit un peu une taille qui était mise en place depuis longtemps. Donc le cordon, oui, c'est le type de taille pour nos éditeurs. C'est ça, oui. Et là, j'essaye de les remettre en place, mais je fais un gros travail de recépage en fait. C'est-à-dire que j'ai laissé sur pas mal de pieds, les plus vieilles vignes évidemment n'en font plus, mais il y a des pampres qui repoussent du bas, des rejets. Et donc sur 3 ou 4 ans, je fais des sélections et j'essaye de refabriquer un nouveau pied depuis la base, quoi. D'accord. Comme ça, toutes les plaies de taille qui ont été faites en haut, je vais pouvoir m'en débarrasser, mais je bénéficie quand même de l'enracinement. Donc c'est plus long parce que y a une double taille, une taille un peu de formation à faire, et puis il faut faire attention quand on passe la tondeuse ou quoi, de ne pas les abîmer. Ouais. Donc tu régénères en quelque sorte. Je refabrique un nouveau pied sur les mêmes racines, quoi. Ouais, voilà. Donc ça c'est un peu le but. Dans les melons, c'est beaucoup le cas d'ailleurs. Alors les melons de Bourgogne, pourquoi du melon en Côte de Saône? Il y en a eu historiquement, il y avait pas mal de melons dans le coin et il n'y en a plus, c'est dommage, il en reste ici à la Cadette sur Vézelay. Sur Vézelay, oui. Je crois qu'il y en a eu de plantés un peu aussi sur Sainte-Marie-la-Blanche quand on continue de l'autre côté. Parce que je suis sur cette appellation a priori, mais que je revendique pas en IGP. Toi, tous tes vins sont en vin de France. Ouais. Et donc les melons, Guy s'était posé la question de ne pas faire que du chardot. Il avait des beaux aligotés déjà. Et puis il s'est dit je vais mettre un peu de melon, quoi, pour la diversité. D'accord.
Voilà. Comme il y en avait eu, bah, je vais en remettre. Et puis ça goûte. Vu la C'est dégustation super qu'on a fait, Bah, c'est frais, quoi. ça promet en tout cas. Merci. Tu parlais d'aligoté, il y a aussi ta cuvée Ali doré. Pourquoi Ali doré? Bah, c'est les aligotés dorés. Il y a des aligotés verts et puis des aligotés dorés. Et donc, du coup, je vais appeler ça comme ça. Je peux pas les appeler aligotés, j'ai pas le droit en France. Et les aligotés dorés, ils ont une particularité à part leur couleur. Est-ce que en termes d'aromatique, ça peut être un peu différent? Bah, je pense, ouais, c'est quand même. Bah, c'est moins vert, c'est assez drôle, mais c'est contenu dans le nom. C'est plus doré, ça c'est sûr. Et mais je pense surtout que les vieux aligotés qu'on utilisait, les tout premiers, étaient tous comme ça, quoi. Ouais. Après, les verts, c'est plus productif. Bon, là, c'est pas mon choix en tous les cas, mais je suis bien content de les avoir. Bah oui, mais ça, c'est une diversité de cépages qui est. Ouais. Qui est assez Et même à l'intérieur des cépages, hein, sur les melons, j'ai une partie sur la parcelle, justement, on parlait des sols qui étaient plantés en franc de pied. Oui. Étant donné Guy s'est dit, mais qu'est-ce qui ressemble un peu au sable? Il y a une partie qui est très limoneuse, donc si on la travaille mal, on fait de la poudre, c'est bon pour faire du maraîchage presque. Mais donc du coup, il a pensé qu'il y aurait moins la facilité pour le phylloxéra de s'installer. D'accord. Donc la moitié de la parcelle est plantée en franc de pied. En franc de pied, donc sans porte-greffe. Voilà. Eh ben dis donc. Donc diversité de cépages, diversité de terroirs. La biodynamie, en quelques mots, tu y crois? T'en penses quoi? Est-ce que tu l'utilises un peu dans tes vignes? Ouais, complètement. Complètement, mais après, je dirais encore une chose après l'autre, mais néanmoins, depuis le début, j'ai refait les 500 P pour moi. Oui. Je refais mes silices, etc. Là, ça va être bientôt la prêle de Pâques. D'accord. Ça, c'est des rendez-vous que je loupe pas. Et puis après, en fonction de ce qui se passe dans la vigne, j'ai une amie, Marie-Océane Fekairi, là, qui est prof aussi à la Viti et qui m'accompagne vachement là-dedans. D'accord. Et puis je pense m'inscrire aussi dans le groupement qui s'appelle Le Geste. Oui. Voilà, ça c'est un truc que j'ai prévu de faire. Quoi. Donc le groupement qui travaille sur différentes thématiques, dont les engrais verts. Exactement. D'accord. Voilà. Là pareil, là, je m'apprête à mettre un peu de basalte dans la vigne. J'ai utilisé un tout petit peu d'engrais sur les vignes qui étaient vraiment vraiment à l'agonie, où j'avais peur que ça fonctionne plus. Et puis le fait est que bien placé au bon moment, bien travaillé sur les conseils de Marie et puis Julien Petitjean qui sont des amis aussi. J'ai réussi à faire quelque chose de correct et je vois bien que la vigne est repartie. Quoi. Puisque le basalte sert d'engrais ou pas du tout, non, ça sert pas d'engrais, mais c'est une histoire de magnétisation quoi, finalement. D'accord. Donc c'est pour remettre un petit peu les sols dans le bon sens. Quoi. D'accord. Tu parlais du soufre tout à l'heure. Donc toi, tu fais des vins sans soufre. Quel est justement ton rapport avec cette matière? Le soufre, le rapport que j'ai, le seul, c'est pour le moment, c'est à la vigne parce que je peux pas trop m'en passer vis-à-vis des traitements. Ouais. Bien que cette année, j'ai fini d'ailleurs les traitements sur Chardot où il y avait une petite poussée de. Enfin, j'ai vu tout de suite une petite poussée à un endroit d'ailleurs où la veine d'eau dont je parlais tout à l'heure se situe. D'accord. D'oïdium et j'ai fait. C'est pour moi trop chaud pour aller mettre du soufre. Donc j'ai fait une alternance de bicarbonate de soude et de petit lait. D'accord. Et sinon, le soufre, à la cuverie, j'en ai pas, donc de toute façon, je sais pas comment on le met. Comment on le met. Je m'en suis servi un peu pour nettoyer, et on m'a dit que ça servait à rien, trop dilué dans l'eau, donc voilà. Donc l'histoire est réglée, voilà. Si un jour il faut, je dis pas que je me l'interdirais sur une cuve qui partirait ou je ne sais quoi. Et encore, il faudrait que je le décèle suffisamment vite. Oui. Mais j'appellerai les copains si vraiment il faut. Voilà, moi je ne détiens pas de vérité. Je m'interdirai rien, je vais pas non plus me mettre en péril. Mais bon, en l'occurrence, pour le moment, 3 millésimes, j'en ai pas eu besoin. T'as pas eu de problème, non. Plus que ça. Super, Benoît. Benoît, déjà, merci pour toutes ces explications. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer à nos auditeurs, ceux qui sont à la recherche de vins vrais, vivants, curieux, en quelque sorte? Le message, c'est que quand on ne sait pas, il faut s'informer. Il y a des gens comme toi qui font un métier qui permettent d'informer les gens et de. On peut s'abreuver sur les réseaux sociaux, mais on peut y trouver tout et son contraire, comme d'habitude. Ouais. Et puis il n'y a qu'un seul truc, c'est la curiosité, quoi. La curiosité, et puis essayer de pas rester cantonné à ce qu'on croit savoir du vin ou
d'une matière, d'une façon de faire, faut être. Ne pas avoir de certitude. Non, surtout pas, faut aiguiser sa curiosité, quoi. Et puis bon, c'est le seul moyen d'avoir des rencontres intéressantes. Et puis bon, prenez garde, hein, si vous commencez de mettre le nez dans les vins nature, vous allez plus pouvoir boire les autres, quoi. C'est très difficile de retourner en arrière. Merci Benoît pour ce bel échange au pays des trognes. Amis auditeurs, on espère que vous connaîtrez un peu mieux à l'aide de ce podcast les vins de Benoît Quillian du domaine La Côtelette, à retrouver à notre boutique Aventure à Beaune ou sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.